Après, ils se sont effondrés. On a vendu nos céréales bio, nos récoltes bio moins chères qu'en conventionnel. La future PAC va-t-elle enfin soutenir les jeunes et l'agroécologie ? Pour comprendre ce qui se joue avec cette politique agricole, je me suis rendu dans les Hauts-de-France, chez Margot et Aymeric. J'ai invité 2 eurodéputés qui participent aux négociations de la PAC à me rejoindre sur la ferme. Mais avant leur arrivée, j'ai envie de comprendre le système. Margot et Aymeric ont repris la ferme familiale et ils ont mené une vraie réflexion agroécologique. Aujourd'hui, ici, notre stratégie, c'est de limiter, réduire, éviter les produits phyto quand on peut. Déjà plus de 170 hectares convertis en bio, des haies replantées et un élevage de poules pondeuses plein air. On va récupérer toute la fiente des poules et qui va être le principal et l'unique engrais pour toutes nos cultures bio et tous nos champs bio, puisqu'on n'a pas le droit aux engrais de synthèse. Toi, c'est vraiment l'idée circulaire qui t'intéresse? Oui, tout à fait. Moins on dépend de l'extérieur, mieux c'est. Margot et Aymeric misent aussi sur le biocontrôle, ces produits inspirés du vivant qui contiennent par exemple des extraits de plantes, des micro-organismes ou des phéromones. Sur le papier, c'est une voie prometteuse pour remplacer les pesticides de synthèse. Mais sur le terrain, l'efficacité du biocontrôle reste variable et les délais d'homologation souvent dissuasifs. Il y a beaucoup de produits qui arrivent, mais on ne sait pas effectivement l'efficacité de chacun. Et du coup, il y a beaucoup d'essais qui sont mis en place aussi chaque année pour voir la pertinence de chaque produit. Et c'est comme ça que nous, chaque année, on utilise maintenant 7-8 biostimulants et biocontrôles sur différentes cultures. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez pulvériser comme produit? On va traiter de l'orge de printemps. On a 2 produits de biostimulants et un produit de biocontrôle. Donc les biostimulants, ça va vraiment être des shoots de vitamines qui vont permettre à la plante de se ressourcer, de se préparer aux attaques possibles de pathogènes plus tard, avec notamment des acides aminés qui vont justement favoriser les défenses naturelles de la plante. Et on a un produit de biocontrôle qui lui va être un éliciteur, donc qui va simuler l'attaque d'un pathogène sur la plante et donc qui elle-même, la plante de manière naturelle, va mettre en place toutes ces barrières, etc. pour se préparer à une possible attaque de pathogènes réelle dans les prochains temps. C'est une forme de vaccin. Margot et Aymeric utilisent ce cocktail de biocontrôle à la place des pesticides fongicides qu'ils pulvérisaient jusqu'ici au printemps. On va vraiment avoir un rôle préventif, donc de nourrir la plante, de l'aider à se défendre d'elle-même. Donc nous, on utilise des biocontrôles biostimulants sur beaucoup de cultures. On en utilise donc sur les céréales, comme ici, sur le colza, sur les betteraves et également sur le lin avec du soufre ou autres produits naturels. Vous en êtes où de la transition vers la bio, vous, depuis la reprise? Du coup, on a converti un tiers de la ferme, un bon tiers de la ferme qui est 100% en bio maintenant. Mais qu'est-ce qui va être déterminant à partir de maintenant pour vous dire on fait encore plus de bio ou on garde justement ces 2 tiers conventionnels et ce tiers bio? Aujourd'hui, la question se pose sans se poser parce que le marché n'est pas là. Pour poursuivre leur transition agroécologique en pleine crise du bio, Margot et Aymeric mettent en œuvre une multitude d'innovations. Et je suis curieux de voir ce que les 2 élus européens vont leur proposer comme perspective d'avenir. Après avoir reçu la gauche et l'extrême droite dans ma dernière vidéo, c'est Majdoul Spahi, les Verts, et Pascal Canfin du camp macroniste Renew que j'ai invité à me rejoindre sur la ferme de Margot et Aymeric. Leurs 2 partis incarnent 2 visages modérés de la politique agricole. Jusqu'aux dernières élections européennes, ce sont eux qui la pilotaient. Aujourd'hui, ils doivent composer avec un Parlement dominé par la droite et l'extrême droite. Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui dans le nouveau Parlement européen? Oui, ça s'est droitisé et aujourd'hui au Parlement européen, il y a une majorité possible entre la droite et l'extrême droite, qui n'existait pas avant. Et pour le coup, un des sujets d'alliance entre la droite et l'extrême droite en Europe, c'est précisément une forme de ce que moi j'appellerais de conservatisme agricole total. C'est-à-dire que rien ne change, pas de transition. Si on refait la même PAC encore pendant 8 ans, c'est-à-dire que le navire amiral, c'est quand même près de 400 milliards d'euros. C'est le plus gros budget de l'Union européenne. Le plus gros budget de l'Union européenne encore aujourd'hui, bien devant, largement devant l'innovation, etc. Bon, donc c'est un effort collectif que l'on fait. Et on a du mal, en fait, en termes de théorie du changement, à réussir à aligner les planètes pour que ça bouge. Mais vous passez des accords avec les Verts ou vous passez des accords avec la droite et l'extrême droite? Ni l'un ni l'autre en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que si on le passe uniquement avec les Verts, de toute façon on perd, parce qu'on est minoritaire, même mis ensemble. Et de l'autre côté, si on le passe avec la droite, on n'y arrive pas, parce que, encore une fois, il n'y a même pas de rationalité économique dans leur raisonnement. C'est une guerre culturelle qui est devenue une guerre anti-écologique.
par principe. Moi, à l'inverse de Pascal, je pense qu'il y a une rationalité dans tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas que de l'ignorance ou un côté justement hors sol d'élus qui sont là depuis très longtemps, qui sont très conservateurs, qui n'ont pas envie de changer leurs pratiques. Je pense que, par exemple, du point de vue de l'extrême droite, contrairement à la manière dont elle est perçue en France, elle est ultra-libérale. Et ils veulent qu'il n'y ait pas de règles. Pourquoi ? Pour que l'Europe et son formidable marché intérieur, qui est un marché intérieur très puissant, deviennent le terrain de jeu de leurs amis. Et les travailleurs dans tout ça, on n'en parle pas. Leur choix est très, très clair. Et pour moi, il y a une forme de rationalité dans leur approche. Nous, on est plutôt pour défendre un projet européen qui sert la prospérité partagée durable et qui ne sert pas que des grandes multinationales de l'agroalimentaire. Ça, on n'est pas là pour ça. Alors, comment aborde-t-il les négociations de la prochaine PAC ? Va-t-elle défendre l'agroécologie ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je leur ai préparé un petit quiz. C'est pas une compétition entre vous deux, l'idée c'est que vous formez un collectif aujourd'hui. Première question, quel est le pourcentage de la surface agricole utile aujourd'hui en France qui est en bio ? On est pour moi autour de 10%. Pour moi, un peu moins. Un peu moins. Un peu moins, ouais. Ce serait quoi votre dernier mot ? Je peux dire pour les Hauts-de-France. Je peux dire pour les Hauts-de-France, je sais qu'on est entre 2 et 3%, je dirais 2,7%. Parce que je suis très chauvine, donc je m'intéresse beaucoup au territoire, mais ouais. Voilà. Bah, je pense que vous avez tous les deux raison, puisque c'est effectivement 10% pour la France, et ici dans le coin, on est aussi autour de Margot et Aymeric. Ouais, 2 à 3%. L'objectif du pacte vert, c'était 25%. Comment est-ce qu'on y arrive ? Pour les 2 dernières années, 2022, 2023, 2024, il y a eu un énorme choc négatif sur le bio à cause de la guerre de la Russie en Ukraine, qui a complètement perturbé les sujets de prix, d'inflation, etc. Bon, il y a eu beaucoup de consommateurs qui se sont détournés du bio, jugés trop cher, et il y a eu beaucoup de déréférencement par la grande distribution. Et une fois que c'est déréférencé, même si vous étiez prêt à acheter en bio, une fois que c'est déréférencé, vous ne le trouvez plus. Est-ce que vous pouvez nommer au moins 3 avantages d'une haie en termes agronomiques et environnementaux ? Alors, je commence, tu complètes. Il y a évidemment la fonction d'accueil de la biodiversité. Il y a la lutte contre l'érosion des sols, parce que ça bloque un certain nombre de particules de sol qui ont s'envolé et qui vont être bloquées avec le vent, avec la haie. Je te laisse faire le troisième. Cadeau. Je sais pas, c'était les deux plus faciles. Je dirais que ça a un effet protecteur aussi par rapport au vent et aux intempéries. Exactement. Voilà. Et voilà. Pour les poules de Margot, de l'ombre par exemple ? Ça peut faire de l'ombre pour les poules. Je vais Voilà. regarder ça. Exactement. Et le fait qu'en accueillant de la biodiversité, ça fait de la pollinisation. Et donc, ça fait moins de produits chimiques, par exemple. Vous en êtes déjà à 5, bravo. C'est pas mal. Ça, c'est pareil, enfin, c'est très bien, on vous remercie, c'est subventionné à 80%. Mais il reste 20%. Et quand tout va bien, on est très heureux de les payer, ces 20%. Mais là, c'est vrai que cette année, on a eu la facture, alors avec la moisson compliquée. Mais voilà, on trouve ça très important, donc on le fait. On a remis 4 km de haie sur toute la ferme. Je ne sais pas si vous arrivez à voir d'ici, mais il y a un tracteur, ça vous le voyez. Ouais. Et derrière le tracteur, il y a un outil. Est-ce que vous le voyez d'ici ? Est-ce que vous allez pouvoir deviner ? On va peut-être s'approcher pour voir si vous arrivez à savoir ce que c'est comme outil. Mais répondez peut-être ensemble. Moi, j'aurais dit c'est pour désherber et ça s'appelle je sais plus comment. Mais j'aurais dit que c'était ça par rapport à... Non. Alors, pas mieux. Une herse. Ah ouais, bien, une herse. On valide la réponse ? Quasiment. Herse-tri pour être tout à fait précis, mais bravo. Herse-tri. Avec des dents qui permettent finalement de déterrer, c'est ça ? C'est pour... Du coup, c'est utilisé en agriculture biologique et parfois en conventionnel, mais c'est pour désherber nos cultures, comme on n'a pas de produits chimiques, voilà, de manière mécanique. Bon, voilà. Respect. Et Majdoulin Sbahi, comme vous avez bien répondu à la réponse, je pense que vous avez gagné un tour de tracteur pour passer la RC-Tri avec Margot. Ah, j'en rêvais. Quoi ? Ah, c'est trop bien. Le moment est venu d'ouvrir notre Parlement délocalisé pour débattre des enjeux de Margot et Aymeric, et plus largement de la prochaine PAC. J'aimerais bien que l'hémicycle ressemble à ça. Ce serait vraiment... Je propose qu'on fasse des compromis entre nous. Parmi les alternatives aux pesticides de synthèse, l'Union européenne est en train d'accélérer les procédures d'autorisation des solutions de biocontrôle, comme celles qu'utilisent Margot et Aymeric. Ça fait partie de la vision 2040 pour l'agriculture.
Je me demande ce qu'en pensent les 2 eurodéputés. Est-ce que Majdoline Sbahi et Pascal Canfin, vous trouvez que c'est une bonne chose, cette accélération? Moi, je me suis beaucoup battu pour cette accélération parce que les techniques de biocontrôle, c'est quelque chose qui est vertueux, dont on a besoin, c'est une palette de solutions supplémentaires. Mais aujourd'hui, on met 7 ans pour autoriser une solution au biocontrôle, quand au Canada ou au Brésil, ils mettent 2 ans. Donc là, on va changer les règles du jeu. Trop tard, hein, on aurait dû le faire il y a 10 ans, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc on va le faire maintenant pour avoir comme objectif de passer à 2 ans, de façon à ce qu'on développe chez nous plus de solutions pour les agriculteurs. Le progrès, ce n'est pas une mauvaise chose. Que les délais soient plus courts, mais avec des contrôles performants, que les procédures en fait, soient des vraies procédures de vérification. Je pense que l'indépendance de la recherche, le fait d'avoir des contrôles vraiment qui nous garantissent à 100% qu'il n'y a pas de risque sur l'utilisation d'un produit à un autre, aujourd'hui, ça doit être une norme et ça ne doit pas être sans cesse le travail des parlementaires de courir comme des lanceurs d'alerte pour essayer de corriger le tir. Est-ce que c'est pas un échec du précédent Parlement européen où vous aviez plus de poids de ne pas avoir réussi à trouver des alternatives aux pesticides de synthèse plus vite? C'est un échec complet et le seul texte du Pacte vert, sur l'ensemble des textes du Pacte vert sur tous les secteurs de l'économie, le seul qui est tombé en plénière au Parlement européen, qui a été supprimé, hein, c'est juste delete, c'est le texte sur la réduction des pesticides. Et donc c'est objectivement un échec. Premier élément pour repartir de l'avant, c'est d'offrir des nouvelles techniques qui permettent aux agriculteurs de se passer de ces pesticides chimiques. Deuxième élément, c'est lorsqu'on interdit un produit chimique ici, que ça soit interdit aussi dans les importations. Parce que sinon, c'est la phrase de Christiane Lambert avec laquelle j'ai parfois des désaccords, et là-dessus je suis d'accord, c'est l'ancienne patronne de la FNSEA, c'est on ne doit pas importer l'agriculture qu'on ne veut pas ici. C'est pour ça qu'on a remporté une victoire importante dans cette fameuse vision de l'agriculture qui a été lancée par la nouvelle Commission européenne. Hein, et on a remporté cette victoire qui consiste à ce que maintenant, dès qu'on interdit un pesticide en Europe, on met les limites d'importation de ce même pesticide, en tout cas des produits qui ont été cultivés avec ce même pesticide. Donc ça veut dire que c'est exactement la même règle. Vous ne pouvez plus exporter vers l'Europe des produits qui ont été cultivés avec ce même pesticide. Ça, c'est la règle. Puis ensuite, il faut contrôler la règle. On avance dans la bonne direction, mais si vous voulez me faire dire que ça ne va pas assez vite et pas assez loin, je suis d'accord. Mais ça y est, enfin, l'Europe, la Commission européenne, organise des contrôles sur place au Brésil, par exemple. C'est l'année dernière seulement que les premiers contrôles sur place au Brésil ont eu lieu. Et on a, comme par hasard, découvert que les règles que les Brésiliens étaient censés respecter, en fait, ils ne les respectaient pas et que donc ils nous exportaient des choses qu'ils n'auraient pas dû nous exporter depuis des décennies. Je ne dis pas depuis 6 mois, depuis des décennies. Et depuis presque 1 an maintenant, le Brésil ne nous exporte plus les vaches élevées au Brésil parce qu'ils ne sont pas capables de garantir qu'elles n'ont pas été élevées avec des hormones interdites en Europe. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que quand la clause miroir elle est là et qu'elle est contrôlée, ça marche. Il y a un rapport de la Direction générale de la santé qui nous a été présenté en commission santé, que j'ai lu attentivement et qui dit que les contrôles pharmacologiques aujourd'hui encore au Brésil ne sont pas les mêmes que les nôtres et sont défaillants. Ça veut dire que par exemple l'ostradiol 17, qui est la première cause de cancer chez la femme non fumeuse, est retrouvé dans des viandes qui sont censées ne pas en contenir. Quand j'ai posé la question, il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, au commissaire au commerce international, Šefčovič, en lui disant vous voulez faire le Mercosur, les contrôles pharmacologiques sont défaillants, on va augmenter de temps le volume des viandes importées. Comment vous allez nous garantir qu'il n'y aura pas d'ostradiol 17? Est-ce que vous allez, comme pour les agriculteurs, proposer un fonds de compensation pour les dames qui tombent malades et leurs enfants endeuillés? Eh bien, ça, c'est le sujet. C'est-à-dire que moi, je crois qu'aujourd'hui, le principe de précaution il s'applique aussi dans ce contexte. Et les contrôles au niveau des douanes ou les contrôles au niveau des produits alimentaires qui sont importés sont insuffisants pour garantir que ces produits interdits en Europe ne nous reviennent pas en effet boomerang dans ce qu'on mange tous les jours. Il y a une partie de l'hémicycle, en l'occurrence les écologistes, et parfois aussi d'autres à nos côtés,
qui se battent pour ça. Sur le règlement sur les pesticides, c'est un échec quand même. Et Oui. C'était un règlement que vous portiez à la fois Renew et les Verts. On a voté les mêmes choses dans l'essentiel et on a perdu à la fin On a perdu. Voilà. d'une alliance entre la droite et l'extrême droite qui a préféré zéro compromis, faire tomber le texte. Et résultat des courses, il n'y a toujours pas de texte européen qui permet aussi, et c'était la logique que l'on portait, d'harmoniser les choses au niveau européen, parce qu'il y a des pays où il y a des objectifs de réduction des produits phyto, la France en fait partie, il y a donc des contraintes. Certains trouvent que c'est pas assez, je comprends, d'autres trouvent que c'est déjà trop, mais dans tous les cas, il y en a. Vous avez des tas de pays européens où il y a zéro objectif de réduction. Et donc, comme on a une politique unique, un marché unique, ce type d'élément qui est absolument déterminant dans la définition des modèles économiques, des rendements et de la rentabilité des différents modèles agricoles, il faut que ce soit le plus harmonisé possible. Et c'est ça qui a malheureusement qu'on n'a pas réussi à faire. Et c'est finalement au détriment des agriculteurs qui, eux, français, qui sont globalement plus engagés dans la réduction des phytos que la moyenne européenne, et au détriment encore plus des pionniers en France qui s'en passent, parce que du coup, ceux qui n'ont toujours pas de contraintes, ils n'ont toujours pas de contraintes. Et ça, quand j'entends moi, c'est ça qui m'énerve vraiment, quand j'entends les représentants du Rassemblement national dire qu'ils veulent défendre l'agriculture française et qu'ils ont voté contre des règles européennes pour précisément harmoniser la réduction des pesticides pour que les agriculteurs français arrêtent d'être désavantagés, on marche vraiment sur la tête. Et il faut que tous les deux, et on le fait, on continue de dénoncer ce qui, à mes yeux, est vraiment une tromperie sur la marchandise. C'était déjà le cas dans l'ancien Parlement européen, ça l'est encore plus dans un Parlement où la droite et l'extrême droite ont plus de poids aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites dans ce contexte-là à des agriculteurs et agricultrices comme Margot et Aymeric qui veulent pouvoir se projeter dans une nouvelle PAC qui va arriver dans 2 ans? Vous commencez en ce moment les négociations. Qu'est-ce qui nous attend? Quelle marge de manœuvre vous avez pour la faire évoluer? Je vais être très réaliste, peut-être un peu trop pessimiste, et j'espère me tromper. Mais les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Sauf à remettre la PAC dans un contexte plus global, qui est par exemple la question ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, dans un univers où l'Ukraine serait membre de l'Union européenne, vous avez une très grande partie de l'aide aux revenus, puis il y a un qui part en Ukraine. Donc, il faut être capable de se projeter. Et comme c'est une perspective, pas demain matin, mais si on raisonne à 10 ans, ce qui est l'horizon de la prochaine PAC, le temps de la négociation et de la mise en œuvre, pour le coup, ce n'est pas une perspective qui est complètement aberrante. Donc, il faut l'intégrer dès aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est la contrainte budgétaire européenne avec d'autres enjeux. Par exemple, l'Europe de la défense. Par exemple, l'innovation dans l'intelligence artificielle et dans le fait qu'on a besoin de mettre plus d'argent là. Il faut avoir une politique agricole qui n'est pas que sur l'amont agricole, mais qui intègre l'ensemble de la chaîne de valeur, qui intègre les coopératives, les transformateurs, et qui leur met des règles du jeu qui fassent que la valeur qui est créée par ces règles du jeu soit transformée et transférée dans les cours de ferme, et que ça ne soit pas simplement vécu comme une contrainte par les agriculteurs, mais comme une opportunité de création de valeur économique. De quoi vous avez besoin, vous, sur votre ferme, pour vous accompagner et vous pousser dans cette transition vers la bio, vers le biocontrôle, vers des pratiques qui soient encore plus favorables aux vivants et au sol? La première chose, c'est qu'on a besoin de visibilité. Et c'est un des grands problèmes, c'est qu'on ne sait pas où on va. Même une PAC sur 7 ans, c'est court 7 ans en fait, ça paraît long, mais à l'échelle de l'agriculture, c'est 7 cycles de production. Donc c'est quand même très court. Et nous, on a des rotations par exemple, qui sont sur 10-12 ans. Donc on n'est déjà pas sur les mêmes échelles de temps. On a planté des haies, c'est pour 20 ans, c'est pas pour 7 ans. Voire 500 ans. Voire plus, on l'espère. Sur la prévisibilité, on a des exemples. Quand on prend des décisions à la fin du mandat dernier sur les politiques, le Green Deal, donc le pacte vert qui a pour objectif de nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de dérèglement climatique, donc d'atteindre la neutralité carbone dans les années qui viennent. Il y en a qui veulent revenir dessus déjà, alors que la décision a été prise il n'y a pas longtemps. Et ça, pour les entreprises, pour les agriculteurs et tout type d'activité économique, cette imprévisibilité, elle a un coût parce que certains ont déjà investi pour changer leur modèle et qu'ils se retrouvent en concurrence déloyale, pour le coup, dans un même pays ou dans un même territoire, avec des gens qui avaient attendu ou qui avaient décidé de ne pas tout de suite investir.
Donc il y a quelque chose à faire dans ce sens qui aujourd'hui est de tester toute procédure administrative auprès des premiers concernés avant de la mettre en œuvre et d'essayer de l'améliorer avec eux. Parce que le but, c'est pas d'être faire le gendarme, c'est pas notre rôle, c'est au contraire d'accompagner. Au début, on veut accompagner, puis finalement, quand on discute avec les acteurs, c'est toujours le même discours qui revient. C'est très compliqué, on s'en sort pas, etc. Et même des gens de très très bonne volonté, là on en a avec nous, et qui essayent de faire au mieux. En tant qu'agriculteur bio, c'est que les aides bio, c'est ce qui est payé en dernier, c'est que des aides sont supprimées, l'aide au maintien, c'est que les marchés, on parlait des marchés publics ou du consommateur final, ne sont pas forcément là. Faut une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on fait pour y arriver. On parlait du biocontrôle, des biostimulants, mais aussi d'allonger les rotations. En agricole, malheureusement, on entend souvent mon père et mon arrière-grand-père faisaient comme ça, je fais comme ça. Bah non, les pratiques évoluent et je pense que c'est primordial de montrer aux jeunes que d'autres systèmes existent et de les accompagner aussi en ce sens parce que ça peut faire peur. L'idée selon laquelle on est sur un modèle hyper productif et en fait il suffit pour nourrir le monde de remettre encore un coup dans la même direction, en fait c'est juste, même dans la bosse, qui est l'archétype de l'agriculture entre guillemets productiviste, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que les sols sont épuisés, parce que les aléas climatiques, ça ne marche plus. Et là, il y a quand même, je pense, la possibilité de créer un consensus, une analyse partagée qui permettrait, s'il y a un minimum de bonne volonté de tout le monde autour de la table, d'avancer dans la bonne direction. En tout cas, moi, je vais beaucoup m'investir dans les prochains mois sur ce sujet parce que je pense qu'il permet de remettre la discussion de manière constructive et positive. Merci beaucoup à tous les quatre, en tout cas d'avoir participé à cet hémicycle champêtre. C'était chouette. On a compris que les bonnes volontés allaient être difficiles à trouver dans le nouveau Parlement européen. On va quand même croiser les doigts. On y croit. On y croit tous les 5, je crois. Merci beaucoup. J'espère que comme moi, vous commencez à y voir plus clair sur les enjeux de la future PAC. Va-t-elle déverdir l'agriculture ou au contraire accélérer la transition agroécologique et soutenir vraiment la bio ? Les prochains mois seront décisifs. De mon côté, je continuerai à suivre ces débats, sur le terrain, auprès de celles et ceux qui les vivent. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le rôle de l'Europe, pensez à la partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Restez curieux.